Et nous allons enchaîner tout de suite avec Xavier Aimant. Voilà, je me suis pris le doigt dans mon casque, ça fait très mal. C'est un accident du travail dont j'ignorais dont j'étais capable d'une telle maladresse. Voilà, hommage à ma femme qui confirmera à tout le monde que je suis capable de tout en matière de maladresse. Xavier Aimant, vous êtes rédacteur en chef de Livre Arbitre, rédacteur en chef d'Éléments ou co-rédacteur en chef d'Éléments, je ne me rappelle plus exactement. Rédacteur en chef. Rédacteur en chef, voilà, vous rédigez en chef deux choses. Vous allez nous parler en fait du conformisme du monde artistique. Oui, tout à fait. Alors pour cette chronique du vendredi, je voulais justement évoquer, c'est un événement qui date désormais un peu, mais que je trouve dont on n'a pas assez parlé. Alors il s'agit de la 36e cérémonie des Molières qui s'est tenue le 28 avril dernier. Alors pour ceux qui l'ignorent, la cérémonie des Molières, c'est l'équivalent de la cérémonie des Césars, mais pour le théâtre français, le théâtre au sens large, le spectacle vivant, si vous préférez. Merci. Et donc la dernière édition était organisée aux Folies Bergères à Paris et retransmise sur France 2. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, tout comme les Césars, ce fut longtemps une cérémonie consistant à récompenser les plus méritants d'un domaine artistique, une sorte de grande et chic fête d'entreprise où l'on élit les meilleurs employés de l'année dans un grand barnum festif et un concert d'auto-congratulation. Ça fait envie, dit comme ça déjà. Oui, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, ça a changé. Depuis quelques années, la cérémonie a largement changé de nature, justement, pour devenir une sorte de meeting politico-sociéto-social, donnant l'occasion à nos amis les artistes de démontrer qu'ils ne sont pas simplement des saltimbanques pleins aux as, mais également des grandes consciences et des citoyens engagés. C'est important. Donc, au programme, enfilage de poncifs politiquement corrects, fausses provocations et transgressions pour boomers fatigués. Alors cela commence cette année avec l'entrée de la maîtresse de cérémonie, l'humoriste Caroline Vigneault, exhibant un sein nu dans une reconstitution du célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Ça fait un peu plus envie là d'un coup. Ah ben chacun ses goûts, cher ami. Je vous enverrai la cassette, la vidéo si vous voulez. Alors pour bien saisir toute la portée symbolique de cette mise en scène, il faut comprendre qu'il s'agit, alors je cite un confrère, du geste fort d'un féminisme de combat assumant le corps comme moyen d'expression et de revendication. Moi, je trouve ça admirable et effectivement c'est très neuf et très courageux et donc c'était dans le cadre des Folies Bergères à Paris. En présence du ministère de la Culture, on sent que toutes les audaces étaient rassemblées en un seul lieu. Voilà, quelle transgression. Mais l'année dernière, d'ailleurs, Caroline Vigneault n'avait pas été aussi radicale. Elle s'était contentée de ne pas porter de soutien-gorge sous son t-shirt et d'inviter courageusement le public à respecter toutes celles qui faisaient ce choix. C'est parfait. L'année prochaine, elle se coupera un sein. Ah ben peut-être. On est sur une très bonne lancée de Madame Vigneault. Je vois pas ce que vous lui reprochez pour le moment. Ben non, c'est courageux, c'est un message fort et audacieux qui a sans doute résonné jusqu'aux banlieues de Kaboul et de Téhéran. Alors quoi qu'il en soit, la cérémonie se poursuit ensuite avec l'inévitable prise à partie du ministre de la Culture. Ça c'est le passage obligé, en l'occurrence Rachida Dati, que l'on exhorte à défendre la culture avec un grand C, contre tous les vilains et les méchants qui lui veulent du mal, et surtout qui envisagent de lui baisser ses budgets. On sait que c'est le cœur des préoccupations. Alors ensuite, on passe aux récompenses. Alors là, on touche au sublime, notamment avec le Molière d'honneur remis à Thomas Joly, pour l'ensemble de son œuvre, mais bien sûr plus spécialement pour sa direction artistique lors des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Là, la remise du trophée fut vraiment un grand moment d'émotion. La salle se levant comme un seul homme pour acclamer son héros, non seulement pour exprimer son admiration envers le talent du chorégraphe et metteur en scène, mais surtout pour bien marquer la solidarité de la grande famille du théâtre avec cet homme odieusement victime des viles attaques des franges les plus réactionnaires, les plus obscurantistes, bref, les plus ignobles de la société. Et je tiens à remercier tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui se sont associés à notre détestation commune envers l'œuvre de Thomas Joly. Eh bien, on vous a bien répondu pendant la cérémonie des Molières, avec ce bel hommage qui a été rendu. Alors, on peut également, si vous le voulez bien, s'arrêter juste un instant sur le lauréat du prix du meilleur spectacle comique. Alors, étrangement, pas de Blanche Gardin cette année. Pourtant 2 fois lauréate, on pourra s'interroger sur la raison de son absence, mais c'est un autre sujet. Mais un prix remis à Paul Mirabel, grande tige flasque à la longue chevelure blonde tombante sur des épaules affaissées, dont le fonds de commerce est le suivant.
l'auto-humiliation, l'auto-dénigrement du petit blanc faisant rire les foules de ses multiples faiblesses et couardises. Le bolos fier de l'être, le babtou fragile ayant intégré son rôle de victime et suscitant la même hilarité que les vidéos de mise à l'amende ou d'agression de jeunes blancs diffusées sur les réseaux sociaux. Alors cette récompense pour moi est hautement symbolique, je dirais même symptomatique de l'époque, qui plus est dans un domaine, le stand-up en l'occurrence, très largement phagocyté par des artistes issus des minorités qui se plaisent, eux, au contraire, à étaler leur fierté communautaire et à surjouer la virilité, n'aimant rien de plus que se moquer, voire insulter leur public, comme lors des séances assez étonnantes de masochisme que sont les spectacles de Redouane Bougueraba, par exemple, pour lesquels des spectateurs payent des sommes astronomiques pour être placés au premier rang afin de subir les quolibets et les moqueries concernant leur calvitie, leur embonpoint, leur façon de s'habiller ou le physique de leur compagne ou compagnon. Alors donc tout est dans cette cérémonie, tout est donc bien à sa place, les minorités ricanent et plastronnent, le petit blanc bégaye sa nullité satisfaite et on le récompense pour ça, sous les applaudissements de rebelles en carton-pâte. Ceci étant dit, on peut se rassurer néanmoins quelque peu, car cette 36e édition de la Nuit des Molières a été une catastrophe absolue en termes d'audience, ne réunissant que 779 000 téléspectateurs, ce qui pour moi est déjà trop, soit 5,3% de part de marché. Derrière, écoutez bien, Meurtre à Mulhouse sur France 3, la série Sam sur TF1, Marié au premier regard sur M6, Star Wars 9 sur TMC, Vipère au point sur Arte et une dernière émission On mange quoi, des idées pour mieux se nourrir sur France 5. Donc derrière tout ça, visiblement l'entre-soi des bobos donneurs de leçons ne passionne pas les foules. Heureusement qu'il reste les subventions, car bien évidemment, ce n'est pas parce qu'ils n'apprécient pas le spectacle que le prolo ne doit pas raquer. Excellente conclusion. Rappelez-nous le nom de cette dame aux appâts généreux, et en tout cas généreuse dans la manière de faire partager ses appâts. Alors c'est l'humoriste Caroline Vigneault. C'est une ancienne avocate qui s'est reconvertie dans le spectacle comique et qui est connue pour ses engagements féministes extrêmement courageux, dont nous avons eu quelques exemples dans cette chronique. Et Rachida Dati a été prise à partie et en fait je crois qu'elle a assez peu apprécié la séquence. Ah bah, elle devait pourtant s'y attendre puisque c'est systématique. Que ce soit au César ou au Molière, il y a un moment où on se plaint auprès du ministre, surtout s'il est de droite ou considéré comme tel, c'est encore plus facile. Quand c'était Jacques Lang, il y avait une sorte de plus grand respect pour l'institution, mais c'est le passage obligé, donc elle aurait dû s'y préparer. Après, je comprends que ce soit pas très agréable d'être prise à partie, mais ceci dit, c'était assez... ça restait assez courtois. Oui, ça restait sympa. Je l'ai croisé juste après, si j'ose dire, à la remise du prix Roger Nimier. L'ambiance était assez différente. J'imagine. Oui. Aucune éditrice n'a éprouvé le besoin de se dépoitrailler pour nous expliquer qu'il fallait rendre hommage à Roger. Donc c'était. Ce qui est peut-être dommage d'ailleurs. Non, pas du tout. En fait, le fait que tout le monde reste habillé était plutôt assez sympathique. Voilà, je ne suis pas certain que Roger Nimier aurait apprécié la chose. En fait, il aurait trouvé ça un peu grotesque. J'en suis à peu près persuadé. Ah, ça c'est plus discutable. Je parle de le faire en public. Je ne parle pas de la manière dont, malgré tout, effectivement, chacun a le droit de laisser libre cours à ses émois, pourvu que ça se fasse dans les endroits où c'est fait pour. Les rappeurs qui ont participé à la cérémonie des Flammes ont aussi vivement critiqué, je ne sais pas si vous suivez ça, Xavier Aimant, les Flammes, en fait, c'est une cérémonie où on récompense des gens comme Aya Nakamura et Nekfeu, et donc ils ont aussi interpellé les pouvoirs publics en expliquant qu'on n'en faisait pas assez en France pour cette musique populaire qu'est le rap et ces textes remarquables que Caroline Vigneault envie à Aya Nakamura. D'ailleurs, ce serait pas mal que Caroline Vigneault l'année prochaine essaie de chanter nu du Aya Nakamura sur le. Mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Moi, je lance un appel à Caroline Vigneault. Caroline, si tu nous écoutes, voilà, on a des idées aussi pour que tu sois subversive. Ce serait pas mal. Et donc, un internaute faisait remarquer que c'était grâce à Jacques Toubon et à ses lois réactionnaires de défense de la langue française, Jacques Toubon, cet homme de droite, qui avait exigé qu'il y ait des quotas de musique française sur les ondes radiophoniques, que la plupart de ces rappeurs ont réussi en fait à phagocyter les ondes, puisque
Donc, par complaisance, par lâcheté ou par paresse, les programmateurs passent leur vie à nous balancer du Nakamura et autres sous-produits de culture américaine habillés à la sauce française. Et alors justement, c'est parce que le rock, lui, était essentiellement en anglais dans les années 90-2000 au moment où cette loi passe, et c'est ça qui permet effectivement l'émergence du rap en France, et effectivement la cérémonie des Flammes, je crois que c'est la 2e ou 3e édition. Oui, la 3e si je ne m'abuse. La 3e, et effectivement Xavier Mont, on vous invite à vraiment vous renseigner là-dessus, parce que c'est plein de merveilleuses pépites avec des... En fait, c'est essentiellement l'apologie de la culture des cités en France sur M6, et qui ne touche que ces gens-là. Avec des filles qui n'ont absolument rien à envier à Caroline Vigneault, qui d'ailleurs ont une manière d'assumer leur féminisme qui pourrait donner des leçons à Caroline Vigneault. Oui, sans doute. En matière d'exhibition, en tout cas. Oui. Mais c'est peut-être un petit peu moins ragoûtant, effectivement. Mais... Oui, mais de toute façon, je pense que tout ça, c'est symptomatique d'un monde de la culture qui est totalement soumis aux subventions, qui ne vit que par les subventions, et donc, évidemment, il est obligé d'en réclamer régulièrement, même s'il n'y en a jamais assez. L'affaire Toubon, des lois Toubon, en effet, c'est vraiment l'exemple même de la fausse bonne idée, quoi. C'est-à-dire qu'a priori, on pensait que c'était plutôt favorable à la défense de la culture française et de la langue française, et on a vu en effet que ça a débouché sur ce raz-de-marée du rap, parce qu'aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Je pense que 90% de la production, ou en tout cas de ce qui est diffusé largement, est aujourd'hui du rap ou assimilé, hein, du R&B, du rap conscient ou du rap de divertissement. Ça a totalement remplacé la variété française. Il n'y a plus de variété française, quasiment. Il y a quelques vestiges, Pascal Obispo, mais qui sont plus vraiment des perdreaux de l'année. C'est vraiment devenu la musique populaire numéro 1. Il n'y a qu'à s'en rendre compte en demandant à des jeunes gens ce qu'ils écoutent, des jeunes gens d'ailleurs de tout milieu, hein. C'est pas uniquement réservé aux cités. Non, Marion Maréchal écoute Maître Gims. Par exemple, voilà, donc c'est assez inquiétant. Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'alternative qui est proposée, sans doute parce que c'est très difficile aujourd'hui de faire autre chose que ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le rap phagocyte complètement les radios. On n'a qu'à voir la très mal nommée Skyrock, qui est devenue une radio qui passe exclusivement du rap. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à parfois regarder quelques extraits des émissions de Skyrock du matin, où vous avez ces rappeurs qui viennent avec toute leur bande de lascar chanter, si on peut dire, en live dans le studio. C'est assez croquignolé et ça donne une image, ça peut faire rire ou faire pleurer selon son caractère. Je reviens sur... tout à l'heure, vous parliez des stand-up. Je change un peu du sujet de la chanson. Et de ces spectateurs qui payent une fortune pour pouvoir être juste devant et se faire complètement insulter. Peut-être pas insulter, mais en tout cas se faire bien moquer. Largement insulter. Par donc l'humoriste qui est sur scène. Mais c'est quand même une mode maintenant, j'ai l'impression, les humoristes ne créent plus forcément leur spectacle autour de leur sketch. Ils créent leur spectacle tout autour de l'interaction qu'ils ont avec le public, mais une interaction qui n'est pas forcément très élevé, quoi. Ça vient des États-Unis, ça. Oui, ça vient directement, comme toutes les catastrophes des États-Unis. Oui, c'est ça, c'est le. On va appeler ça un seul en scène, si ça ne dérange personne. C'est vrai, pardon. Mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est vraiment un type de spectacle particulier qui est né en effet dans les clubs, dans les clubs américains, où en effet l'essentiel du spectacle, si je puis dire, c'est une sorte de dialogue avec le public, un échange de plaisanteries, de moqueries, on va vous demander ce que vous faites comme métier, puis on va le tourner en ridicule. Donc il n'y a plus vraiment de construction d'un sketch avec un personnage. C'est vraiment c'est de la vanne, un peu de cours de récréation. Alors je dis pas qu'il faut pas de talent, parce que sinon tout le monde réussirait. Il y en a qui réussissent mieux que d'autres, mais c'est vraiment un peu cette culture de la vanne, alors j'essaie de trouver des mots qui sont pas des anglicismes, mais de bashing pour le coup, enfin de petites humiliations, de moqueries, c'est-à-dire ce qui serait condamné dans une cour de récréation comme du harcèlement et de la maltraitance.
c'est mis en valeur dans les spectacles, et notamment en effet dans les spectacles de jeunes ou moins jeunes artistes issus des minorités, qui mélangent ça en plus avec un langage très fleuri, très assez vulgaire. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'assez médiéval en fait dans cette interaction avec vous voulez dire, ce sont les nouveaux. Mais non, en fait, quand on entend parler dans l'histoire de théâtre des spectacles qu'il y avait dans les kermesses et les foires, voilà, c'était des spectacles assez grossiers, on montrait ses fesses, le public se faisait asperger d'eau sale. Moi, j'ai déjà écrit dans les colonnes d'éléments sur ce sujet en parlant d'un retour des pétomanes, en fait. C'est un peu, sauf qu'ils pètent pas avec leur derrière, ils pètent avec leur bouche. Oui, mais en effet, il y a un retour à ça. Car le pétomane, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne l'avez pas connu, donc avait un spectacle où il s'agissait de réellement lâcher des flatulences avec différentes variations. C'était d'ailleurs des gens payés cher. C'était assez curieux, mais pour moi, il y a une sorte de retour à ça, et qui s'explique en fait par la destruction déjà de la culture et la destruction de l'homogénéité culturelle. C'est-à-dire que les publics aujourd'hui n'ont plus rien en commun. Donc on peut leur parler de rien, puisque déjà ils savent rien et ils ont rien en commun. Donc il faut, pour les faire rire, il leur faut parler des plus petits dénominateurs communs. Donc c'est voilà, des blagues sur le téléphone portable, des blagues sur les fesses, des blagues sur la vie de couple, parce que c'est les seules choses qui parlent encore à un groupe rassemblé dans une salle. Il y a une espèce de destruction de la culture qui fait qu'en effet on est obligé de faire des blagues de Toto pour faire rire les gens aujourd'hui. Enfin, c'est pas totalement exact non plus. C'est-à-dire qu'en fait il y a des seuls enceneurs qui existent depuis 10-15 ans comme Ferrari ou Tsamer ou d'autres qui en fait eux fonctionnent toujours mine de rien et en fait on va dire réussissent toujours à ramener leur public et visiblement à renouveler aussi un peu leur public, étant donné que ça fait 10-15 ans qu'ils y sont, et pour le coup eux ont des personnages, inventent des situations, font preuve d'une certaine enfin, je ne vais pas faire non plus leur apologie, mais en tout cas, sont humoristes au sens classique presque du terme. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas varié. Et ensuite, même, moi, je me souviens des spectacles de Dieudonné que je n'ai évidemment jamais vu, mais dans lequel il apostrophe déjà le public, alors que ça se passe il y a 15 ans ou 20 ans, et en fait, il y a son fameux ferme-la, comme ça, lancé au public. Oui, non, mais qu'il y ait des interactions avec le public, c'est pas nouveau. Mais que ce soit la base et le cœur du spectacle, ça, c'est la différence. Dieudonné, il avait des sketchs, et entre ces sketchs ou pendant ces sketchs, à certains moments, et en fait, il échangeait avec le public, mais c'était pas le contenu principal de son travail. C'est cette évolution. Après, je suis d'accord avec vous. Je dis pas que tout est mauvais aujourd'hui. Tout est mieux avant, etc., etc. Le pétomane, c'était beaucoup mieux. À tout phénomène, il y a des exceptions, mais là, il y a quand même une tendance assez lourde de ce nouveau comique communautaire très ras des pâquerettes, où tout le monde s'appelle frère, ou si vous ne maîtrisez pas des bases d'arabe, vous n'allez pas comprendre la moitié du spectacle. Oui, mais ça, c'est devenu de la culture commune, en fait, au niveau français. C'est-à-dire qu'en fait... oui, mais c'est bien ça le problème. Oui, c'est bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que vous parliez à l'instant d'une sorte de communautarisation. Dans les faits, en fait, je pense que n'importe quel type de 20 ans en France comprendrait les mots qui sont employés dans ces spectacles. Il y a quand même une partition générationnelle. En fait, ce que disait Xavier, c'est qu'avant, il y avait un substrat commun. On était tous capables de dire 1515 Marignan sans avoir l'impression qu'on était en train d'énoncer un numéro de téléphone. Et il y a le simple fait de dire Marignan 1515, c'est un numéro de téléphone. Déjà, ça me date horriblement, puisque ça fait assez longtemps que les indicateurs sont plus fondés sur le nom des quartiers. Rien qu'à vous voir, on sent bien, Alexandre, que je suis en train de parler d'un monde disparu. Oui. Aujourd'hui, peut-être que tous les gens de 20 ans ont suffisamment de base en arabe dialectal qui, je le rappelle, grâce à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, fait effectivement partie des langues de France. Il n'empêche que les gens de 40, 60 et 80 ans, eux, n'ont pas forcément cette aisance. Et peut-être même peut-on penser que une partie des Bretons, des Limougeaux et des Dijonnais sont aussi un peu largués par rapport aux Marseillais, aux Lillois et aux Parisiens. Je n'en doute pas, mais Richard, aussi, j'ai envie de dire, aussi vénérable soyez-vous par votre âge, je ne doute pas aussi que quand vous étiez vous-même jeune, fut un temps,
vous employiez un langage qui était différent de celui de vos parents, et sans doute aviez-vous des expressions Absolument que vos parents pas. ne maîtrisaient pas. Je suis né vieux. Et voilà, voilà. j'ai enfin mon âge réel. Merci d'ailleurs. Je rends hommage à tous ceux qui l'assument. C'est l'heure de nous quitter. Merci mille fois Xavier Aimant pour cette addition Merci à vous. l'évocation de Madame Vigneault.